Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage en Chine, aller découvrir Zwango, The First Empire, dernier jeu de la compagnie Sorry We Are French. On regarde ça un instant, sans plus tarder, c'est parti. Alors, très content de vous retrouver pour une présentation et mon appréciation du jeu Zwango. The First Empire, c'est de la compagnie Sorry We Are French, comme Iki que j'ai ici derrière moi, qui est un jeu que j'avais grandement apprécié, pour lequel même j'avais fait une challenge solo à sa sortie. Et là arrive, c'est pas une suite, mais c'est dans l'esprit d'eux, parce qu'on se retrouve en Chine cette fois-ci. En 220 autour de avant Jésus-Christ, et c'est l'unification de la Chine avec un gros combat entre les différentes factions et l'empereur de l'époque Qin qui décide donc de réunir tout ce beau monde-là et d'en faire un seul et même pays. Alors c'est la tâche qui va nous être incombée, c'est de réunir les différentes provinces sous le gîte de l'empereur. Alors on va devoir faire plusieurs axes de développement dans la partie pour essayer d'unifier l'écriture, parce que tout le monde avait des façons d'écrire et des dialectes différents. Les lois, bien sûr, avoir des lois uniformes et tout pour tout le monde, et la monnaie. Donc c'est les trois axes de développement qu'on va faire dans ce jeu-ci. C'est un jeu intriguant, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Il est assez d'ailleurs imposant quand vous voyez ça sur la table, il y a énormément de choses. J'ai fait une mise en place pour une partie à 2 joueurs, et c'est également jouable en solo, donc j'ai une variante solo officielle dans le jeu ici, qui je vous présenterai également à la fin de la vidéo pour vous en expliquer comment tout ça se joue. Alors, beaucoup de matériel, je vais faire un survol rapide des règles, je ne vais pas aller dans le détail, mais je veux vraiment vous donner le feeling du jeu, savoir est-ce que c'est un jeu pour vous, qu'est-ce que j'ai apprécié dans le jeu, donc c'est ce que je vais vous partager à l'instant. Alors, on a ici un plateau réversible qui est de ce côté-ci pour 2 joueurs, ou on peut aller de l'autre côté jusqu'à 4 joueurs, donc c'est de 14 ans et plus, 60 à 120 minutes, 1 à 4 joueurs. Donc la variante solo se joue avec le plateau 2 joueurs que j'ai ici. On a ici donc la map de la Chine. On va avoir différents emplacements, donc ici ça va être la construction dans le haut de la muraille de Chine, parce que c'est là que la muraille a commencé à se construire pour se protéger des invasions barbares. On va avoir ici des mausolées, donc des endroits pour enterrer les empereurs, parce que oui, un peu comme dans toutes les civilisations à l'époque, on croyait à la vie après la mort, c'est peut-être le cas encore, et donc on espérait donc avoir des mausolées de prestige pour pouvoir passer à l'autre étape. Et pour ça, on avait même des soldats en terre cuite qu'on va mettre ici pour venir protéger nos mausolées. Donc, on va avoir cette thématique-là qui va être présente également dans le jeu. On va avoir la cour qui est ici, parce qu'on va essayer donc d'aller voir l'empereur qui est ici et aller chercher différentes faveurs pour aller travailler sur les différents dossiers d'unification. On a notre plateau personnel, bien sûr, ici. Donc, magnifique plateau. On a ça ici. Donc, paysage. De l'autre côté, on a ici des emplacements pour mettre nos jetons. Un très bon résumé. C'est ce qui est fort dans ce jeu-ci. D'ailleurs, dans Iki, c'était la même chose. Les résumés d'actions et des tours de jeu sont tous sur le plateau. Lorsqu'on comprend le jeu, on n'a pas besoin de retourner dans les règles, c'est magique. Donc, on a des étapes à suivre. On a les différentes provinces qui sont ici. Donc, Chu, Hui, Zoa, Qi et Yan, qui sont les provinces qu'on va essayer d'unifier comme ça, avec un marqueur d'agitation, parce que oui, ça ne sera pas sans peine, parce que lorsqu'on va commencer à imposer des choses aux villageois, ça ne sera pas nécessairement heureux. Alors, il va y avoir de l'agitation, on va essayer de faire en sorte d'amener le peuple de notre côté. Alors, c'est différents, comme je vous dis, axes de développement qui sont présents. Donc, avec les soldats de terre cuite, on va pouvoir aller construire des palais, construire la muraille de Chine qui est ici, aller engager des officiers dans les différentes régions, aller placer des gouverneurs pour rétablir l'ordre, et même partir en voyage ici pour aller chercher l'élixir, parce que oui, l'empereur espérait trouver un élixir de vie éternelle et pouvoir gouverner comme ça tout au long de sa vie, l'étirer le plus longtemps possible. Vous aurez compris que ça n'a pas été possible, mais on a quand même ces voyages-ci qui sont présents. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui a été publié
une dizaine d'années et il y a certaines choses qui ont été ajoutées, dont le solo, dont le voyage ici pour l'élixir. Donc il y a la base du jeu reste sensiblement la même avec des modifications de règles, rendre ça plus rapide, des axes de développement différents, le solo, bref, vous allez voir, il y a pas mal de choses. On a ici 3 decks de cartes qui représentent les 3 aspects qu'on doit donc contrôler. Donc l'écriture, la monnaie et les lois. Et il y a de la numérotation sur ces cartes. Donc les cartes ici sont de 1 à 40, de 41 à 80 et de 81 à 120. Ça a une importance parce que dans ce jeu-là, il y a une petite subtilité des cartes qui n'est pas anodine, qui est vraiment assez intéressante. Je vous explique à l'instant. Et on va commencer par se prendre 2 jetons ici, qui vont être des jetons de mise en place de départ. Donc on regarde les deux, on choisit lequel on veut et on va l'appliquer. Dans le cas présent, j'y étais avec ça ici, qui m'a fait placer un officier gardien, donc un soldat, sur le Chu. On va augmenter l'agitation acquis de 1, c'est les cubes d'agitation ici, et on va partir avec 2 jetons d'unification. Parce qu'à chacune des rounds, c'est un jeu qui va se jouer en 5 rounds, et à la fin de chaque round, celui qui voudra être majoritaire dans un des 3 aspects pourra avoir des récompenses. Mais je dis pourra parce qu'on a le choix d'y aller ou de garder nos jetons pour les rounds suivantes pour espérer avoir de meilleures récompenses. Donc il y a quand même une espèce d'enchère ou de challenge ici à ce niveau-là. Donc on commence la partie en prenant chacun 2 cartes de chacun des decks qui sont présents. Donc les 2 personnages ont leurs cartes ici. Donc ça va être le nombre d'actions qu'on va avoir. Dans notre tour, on va avoir 6 actions de disponibles. Parce qu'on va jouer à chaque fois, on va jouer une carte. Et c'est comme ça qu'on va déterminer qu'est-ce qu'on a à faire au courant de la partie. Il va y avoir 2 façons de jouer les cartes. On peut les jouer pour unifier. Pour unifier, on joue une carte et on va la glisser sous le plateau. Donc je prends une carte, je la place dans une des régions ici, sous le plateau. Et on voit ici que j'ai travaillé pour unifier dans la région de Chu la monnaie. Tout ce que ça fait, c'est que ça va tout simplement me donner un jeton de monnaie qui va me permettre d'être une majorité pour aller chercher des récompenses. Et comme c'est ma première carte ici, c'est tout simplement, donc c'est gratuit, je ne fais pas d'agitation. Il me voit arriver, il se demande qu'est-ce qui se passe. Mais lorsqu'on va mettre plus de cartes, on va augmenter ce marqueur-là. Et lorsqu'on arrive à 3, ben, la région va être un peu en révolte et on ne pourra plus activer la région. Donc on a un certain contrôle à faire à ce niveau-là. On voit aussi sur la carte qu'il y a différentes identifications. Donc on a ici l'action, parce qu'ici on a les actions de cours et on les retrouve sur les cartes. Ce que ça va faire, c'est qu'ici on a des actions de base qu'on va pouvoir faire en tout temps. Et ces cartes-ci, lorsqu'ils sont installées sur notre plateau, vont bonifier ces actions-ci. Ce qui veut dire que ici, je peux aller construire un palais. Mais lorsque je vais construire un palais, puisque j'ai l'action ici, à chaque fois ici, je vais pouvoir aller recruter un ouvrier supplémentaire que je vais mettre sur ma région ici. Donc, il va y avoir une synergie de cartes qu'on va s'installer. Donc ici, on travaille pour aller chercher des jetons d'unification, mais également pour augmenter la valeur de nos actions à la cour. Parce que l'autre chose qu'on peut faire, c'est d'aller jouer une carte à la cour. Et là, je peux jouer n'importe quelle carte de ma main et la jouer sur le plateau de la cour pour faire une des actions qui sont identifiées ici. À ce moment-là, on ne prend pas en compte les illustrations de la carte, donc ce n'est que pour l'unification. On va surtout regarder le numéro qui est ici. Donc, le premier joueur, il n'y a pas de problème, il joue sa carte et il va pouvoir activer n'importe quelles icônes qui sont ici. On peut toujours activer n'importe quelle icône. Donc, je peux dire, bon, je vais aller me recruter ici un autre, je vais aller me chercher un alchimiste. Donc, c'est les 3 officiers qu'on a. On a soit des soldats, soit des alchimistes en bleu et en mauve, et soit des architectes en gris. Donc, je peux le décider dans n'importe quelle région que je vais la mettre. Et à ce moment-là, donc, je peux tout simplement additionner ça. À quoi servent les officiers? Les soldats vont me permettre d'aller recruter des menuisiers, donc des travailleurs plutôt. Donc, à chaque fois que je vais faire l'action ici de recruter 2 jetons de main-d'œuvre, ça me prend absolument un général dans le secteur qui est ici, sinon je ne peux pas aller chercher d'ouvriers. On s'entend qu'à l'époque, recruter, ça voulait dire arriver dans une maison en disant « Tu t'en viens travailler pour l'empereur ». Je pense qu'il n'y avait pas de CV qui se faisait à l'époque. Ici, c'est l'alchimiste. L'alchimiste va nous permettre d'aller jouer nos cartes parce que lorsqu'on commence la partie, on a des cartes ici d'alchimiste. Donc, c'est des cartes plus puissantes, si on veut, qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau. Pour ça, ça prend des alchimistes.
Et on va avoir également la possibilité d'aller chercher des grands alchimistes, donc des cartes plus performantes. Et ça, c'est le bateau, lorsqu'on va le déplacer ici, qui permettra d'aller chercher ça. Donc, ça nous met des cartes ici qui ne créent pas d'agitation. C'est pour ça que c'est bon, parce que toutes les cartes qu'on va mettre vont éventuellement créer de l'agitation. Pas les cartes de l'alchimiste, alors ça pourrait être intéressant d'aller en chercher, mais pour ça, ça prend le jeton. Et finalement, l'architecte, lui, va permettre d'aller construire des palais qui sont ici. Les palais vont être installés sur le plateau qui sont ici. On voit les résumés des actions ici. Donc, pour construire un palais, ça me prend un architecte. Il faut que je dépense 2 ouvriers dans la région que je veux aller faire, plus un ouvrier dans une région annexe, voisinante, pour prendre un de mes palais que je vais aller mettre dans la région. Donc, si j'ai construit, donc si j'avais mis un architecte ici, j'avais suffisamment de jetons ici, je vais pouvoir ici défausser mes 2 ouvriers, défausser un ouvrier qui est à côté pour aller dans la province de Chu, qui est ici, aller construire le palais. À ce moment-là, je vais récupérer ici la tuile bonus, donc c'est un bonus qui va me donner des points supplémentaires. Donc, il y a énormément de façons de faire des points dans ce jeu-là. Et n'importe qui peut aller plus tard, aller poser un palais, mais à ce moment-là, ça va être dans des emplacements qui vont être ouverts, donc il n'y aura pas de bonus. Donc il y a une course au bonus lorsqu'on va aller construire des palais. En plus de ça, les palais nous donnent 6 points de victoire. On a des marqueurs ici qu'on va avancer sur la piste de victoire. Il va nous permettre d'aller chercher un jeton d'unification. Donc c'est un jeton ici qui va compter pour 2 lorsque je ferai mon décompte final. Il y en a seulement un dans chacune des catégories. Ça, il est disponible à chaque tour, mais il retourne dans le marché après. Et donc, ça fait beaucoup de bonus pour aller faire un palais. C'est sûr que ça coûte. Il faut avoir un architecte, il faut avoir des ouvriers annexes, être capable d'aller faire la course à ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Pour avoir des ouvriers, ben, ça prend des généraux pour pouvoir amener des ouvriers. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a une synergie d'action qui se doit d'être installée. Alors, on a expliqué donc l'action des architectes, l'action des constructions de murailles. C'est un peu le même principe, ça nous prend des ouvriers. Mais on va choisir entre 1, 2 et 3 ouvriers. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a des emplacements ici pour la grande muraille qui sont en position 1 avec une barre, 2 en position 2 et 3 en position 3. À quoi servent ces distinctions-là? C'est qu'on peut seulement mettre une seule de nos constructions de murailles par emplacement, donc par tuile. C'est sûr que bon, il y a plus de tuiles, c'est mis aléatoirement au début de la partie. Et ça fait en sorte, donc, il y a une belle rejouabilité à ce niveau-là. Et c'est des bonus que je vais aller chercher. Donc, c'est des façons de marquer des bonus en fin de partie. Et là, si je le mets en position 1, ça va me 2 fois la compétence qui est ici, 3 fois ou 4 fois. Et tout ça change, parce que j'en ai qui sont jusqu'à 3, j'en ai même qui sont jusqu'à 4. Selon notre axe de développement, comment qu'on va aller faire, on va aller chercher une muraille plus vite que l'autre, parce que c'est des façons de marquer différents types de composition finale qu'on aura. Donc ici, exemple, à la fin de la partie, chacun de mes généraux qui seront présents dans mes différentes provinces vont me ramener soit 2 fois, 3 fois ou 4 fois, c'est le nombre de points qu'on va faire. Donc on peut faire jusqu'à un total, parce qu'on a quand même un nombre limité, on en a 4, donc je pourrais faire 4 fois 4, je pourrais faire 16 points avec mes généraux. Donc c'est une course au positionnement à ce niveau-là pour faire des points. Ça me permet en plus, si je suis le premier, d'aller chercher ici un petit jeton de bonus. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça vient changer nos cartes. Donc, on peut les mettre sur nos cartes. Et plutôt que d'avoir une action qui va débloquer un bonus, maintenant j'en ai 2. Donc, à chaque fois ici que je fais l'action de me faire la recherche de l'élixir ou engager un empereur, j'ai le bonus qui va avec. Donc, c'est des bonus qui vont être plus faciles à atteindre. Alors là aussi, c'est intéressant. Ça, c'est pour la muraille. Le déplacement de l'élixir, bon, tout simplement, on s'en va à la chasse à l'élixir, c'est qu'on va avancer d'un certain nombre de cases, 1, 2, 3, et j'ai des cartes qui vont me donner, comme ça ici, des bonus lorsque je vais avancer. Le but, c'est d'arriver à ces endroits-ci, qui vont me permettre de débloquer mes Terracotta Soldier, que je vais mettre ici dans la réserve, ou d'aller chercher des cartes, donc de poser, c'est là que je peux mettre mes cartes d'alchimistes dans les régions, pourvu que j'ai des alchimistes de présent. Bon, on a également des endroits qu'on va aller débloquer une des cartes des grands alchimistes qui va nous permettre d'additionner à notre deck. Et en fin de piste, ici, j'ai l'île mystérieuse. Lorsque je l'aurai franchie, ça me permettra d'aller ici marquer des points. Parce que nos Terracotta Soldiers qui sont ici, les soldats de Terracotta,
c'est des marqueurs pour aller faire des objectifs. Donc, on a des points qui s'en vont en décroissant. Donc, le premier ici qui va passer l'île va aller marquer ici, il va embarquer sur la tuile ici et il va marquer 6 points. Mais pour ça, il faut que j'ai débloqué des soldats pour être capable de les positionner. Donc, c'est une course aux objectifs de fin de partie pour pouvoir faire des points ici. Et ça s'en va donc en ordre décroissant. Donc, il y a une course qui s'installe. C'est placé aléatoirement, ça aussi. J'ai également des jetons qui vont changer les titres des provinces. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ça, c'est pour la recherche de l'élixir. Ici, c'est pour aller engager des officiers. Ici, c'est pour déplacer notre bateau. Ici, c'est pour mettre un empereur. Parce que je vous ai dit qu'à chaque fois qu'on mettait une carte ici, éventuellement, on bougeait l'agitation. Donc, je peux avoir jusqu'à 3 cartes au-dessus, donc d'unification. Lorsque je joue une carte, on se rappelle que je prends le jeton correspondant. Ici, c'est la loi. Et comme c'est la deuxième carte que je mets, je vais prendre 2 jetons. Donc, plus j'en mets et plus c'est payant. Là, je vais rajouter 2 jetons. Mais comme c'est la deuxième carte, je vais avancer mon marqueur d'agitation de 1. Lorsque je vais jouer ma troisième carte, qui est le maximum, à ce moment-là, ici, on voit que c'est de l'écriture. Donc, je vais prendre 3 jetons d'écriture parce que je suis rendu à ma troisième carte. Je mets dans ma réserve. Et j'avance le marqueur de 2. Donc, la première carte ne fait pas avancer, la deuxième me fait avancer de 1, la troisième me fait avancer de 2. On voit que je suis à mon maximum. Lorsque je suis rendu au maximum, j'ai un petit jeton ici qui apparente. Ça veut dire que j'ai plus aucune possibilité ici d'activer ces cartes-ci. C'est donc impossible d'aller faire des actions qui vont faire monter le curseur. Je suis au maximum de la capacité d'agitation de mon secteur. C'est la révolte. Donc, il n'y a plus rien qui tient. La seule façon, pas la seule, mais une des principales façons, c'est d'aller faire un empereur. Donc ici, si je vais faire l'action de l'empereur, je vais défausser un officier de chacun des types qui sont ici. Je vais prendre un des gouverneurs que j'ai ici et je vais aller le poser dans la province. Donc je suis sur Chu. Je vais aller choisir un des bonus qui sont ici. Ça, c'est des pistes de bonus d'empereur. Ils sont également aléatoires. Et là, je peux aller aller m'engager un officier, aller déplacer un officier jusqu'à 4 et aller marquer, aller positionner une palissade de la Grande Muraille en position 1. Donc, je choisis le bonus que je veux faire. Je fais l'action de ce bonus-là. Le fait d'avoir un empereur sur un secteur, évidemment, ça rétablit l'ordre et ça ramène le marqueur à 0. Donc, c'est la façon principale de ramener l'agitation à 0 pour être capable de faire d'autres développements. Donc, ici, c'est pour l'empereur. Aller chercher des ressources, on l'a dit, c'est 2 ouvriers, mais pour ça, ça me prend un général dans le secteur pour aller en chercher. Aller construire le palais, on l'a fait ici, ça prend un architecte. Et aller construire la Grande Muraille, ça prend des ouvriers pour aller construire la muraille. Essentiellement, c'est les actions de la cour. Mais la petite subtilité qui n'est pas à négliger, c'est les numéros des cartes. Alors lorsque je joue une carte, je fais une de ces actions-ci. Ensuite, si je veux faire une carte, ici j'ai un numéro 119 qui est supérieur au 43. Donc si je fais une action qui est moindre et que je fais les actions de ce côté-ci, j'active ces bonus-là. Si je fais les actions de ce côté-ci, j'active les autres bonus. Donc je joue une carte ici qui est supérieure, 119. Et si je décide d'aller activer ici des ouvriers, donc aller chercher des ouvriers, à ce moment-là, je peux activer toutes mes cartes qui ont ces icônes-ci. On voit ici que j'en ai un, j'ai un ouvrier, j'ai 2 ouvriers. Donc, si je fais l'action d'ouvrier ici, j'ai un ouvrier supplémentaire dans ce secteur-ci. Ce que ça fait, c'est que là, comme je le fais ici, ça me donne 1, 2, 3 ouvriers plutôt que 2. Parce que ici, j'ai réussi à faire mon agitation, de faire mon combo. Par contre, si mon marqueur était sur 3, je n'aurais pas pu faire l'action de la carte. Donc, il y a vraiment une synergie de cartes qui s'installe, mais pour ça, il faut être capable de faire toujours la bonne séquence de chiffres, soit en haut ou en bas, pour pouvoir activer les bonus. Et là, c'est ce qui est tactique dans ce jeu-ci, parce que les joueurs qui vont jouer avant ou après nous, incluant le joueur, notre opposant, qui s'appelle Lissi, je pense, dans la version solo, ben ça peut changer l'ordre des cartes et ça fait en sorte que ça va être complexe. Alors, ça ne nous empêche pas de jouer, ça nous bloque des bonus, c'est ce que ça fait. Mais en tout temps, on peut aussi se servir de la carte pour pouvoir déplacer un gouverneur, donc de 1 ou 2. Parce qu'on voit ici que j'ai beaucoup d'ouvriers, je serais tenté peut-être de le déplacer pour pouvoir à l'autre tour faire des ouvriers dans un autre secteur plutôt que d'avoir tous les ouvriers à la même place.
Comme vous voyez, il y a énormément d'axes de développement dans ce jeu-ci. Donc à chaque tour, on fait nos 6 cartes. Lorsqu'on a fini, on va passer à l'étape d'unification. Donc on va regarder ici les majorités, donc celui qui a le plus de majorité dans les différentes catégories. Donc dans le cas présent, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors je peux être tenté de faire l'action bonus qui est ici parce que ce jeton-ci, je vais le perdre, mais je ne suis pas obligé. Si je décide de le faire, ben, je suis ici, je suis en bleu. Je vais mettre mon jeton ici. Ce que ça fait, c'est que ça me donne un ouvrier que je peux placer sur la raison de Chu ici. Donc, je peux décider qui est-ce que je mets. Donc, je peux mettre mon architecte. Et je dois défausser toujours le grand jeton. On ne le garde jamais. Et si j'ai pris le bonus, on défausse également les jetons qu'on aura choisis. On fait la même chose pour chacun des unifications. Par contre, on peut passer. Donc, je pourrais être le plus élevé avec 2 ici en monnaie, mais décider que je ne passe et je décide de ne pas y aller parce que je laisse la place à mon adversaire et je garde les jetons pour le tour suivant parce que je peux aller chercher des bonus plus payants. Ça peut être intéressant. Par contre, on va toujours descendre jusqu'à maximum de 5 jetons. Donc, il y a un équilibre à faire. Alors, on va chercher des bonus et on va tout simplement prendre le bonus qu'on décide de prendre et ça va déterminer par la suite l'ordre du tour parce que si le rouge décide de ne pas aller prendre, ne peut pas aller prendre aucun bonus, ben, en premier lieu, on va monter le jeton ici et ensuite les autres vont descendre. Donc, il y a un ordre de tour qui s'installe selon les bonus qui sont de plus en plus intéressants. Donc, ça le dit ici, on fait l'unification, on fait l'ordre de tour. On peut ensuite dépenser jusqu'à 3 jetons de n'importe quelle couleur pour aller se repêcher un Terracotta Soldier. Je défausse ensuite. On va réduire notre nombre de jetons jusqu'à 5 maximum. On ne va jamais garder le grand jeton. Et ensuite, on avance le marqueur pour une ronde prochaine. C'est beaucoup de choses. C'est impressionnant. Mais ça se joue super bien. Donc, c'est un jeu qui est très fin, très malin. Beaucoup d'axes de développement. Belle rejouabilité parce qu'il y a différentes approches qu'on peut prendre. On ne pourra pas tout faire. La mécanique est super bien implantée. C'est très thématique également. Une facilité à comprendre le jeu par les icônes. Parce que ça, ici, c'est le scoring de fin de partie. Tout est marqué. On va marquer les points qui sont marqués durant la partie. On va aller chercher les gouverneurs qui vont nous donner des points. Les cartes d'alchimiste vont nous permettre d'avoir des points selon notre avancée ici. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Plus on est avancé, plus nos cartes sont payantes. On va avoir ici des cartes pour nos Terracotta Soldiers selon nos mausolées. On va avoir les murailles qui vont marquer selon les différents objectifs. Et on va avoir les Terracotta Soldiers qui resteront ici, qui peuvent marquer des points jusqu'à 9 points également. Bref, très belle trouvaille, belle réimplantation d'un jeu qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui ma foi, est une feel très moderne malgré tout. C'est mon genre de jeu, j'aime beaucoup, avec un solo en prime là, qui est ici. Donc, le bref survol pour le solo, donc c'est son gouverneur qui est présent. Je pense que c'est Silly, quelque chose comme ça. Donc, 4 niveaux de difficulté, un vert, un jaune, un orange et un rouge. On choisit lequel on veut. On a un deck de cartes. On va choisir les cartes qui sont marquées ici. Donc, on a des numéros de cartes et on va sélectionner ceux qui sont sur notre carte qu'on aura déterminé notre degré de difficulté. On va ensuite choisir des cartes de pointage. Il y a 4 cartes de pointage qu'on va superposer comme ça. Donc, ces points vont varier selon les cartes de pointage. Ça dit ici comment il va marquer pour chacune des murailles, des palais, des gouverneurs et de son bateau. On va avoir également sa composition de départ, comment il va partir. C'est marqué ici, ça dit qu'il part le premier joueur. Et tout simplement, à son tour, on va tourner des cartes comme ça. Et on va activer les différentes cartes. Il y a des cartes qui vont être avec des symboles comme ça, qui vont toujours rester dans le deck. Et j'ai d'autres cartes qui vont être des effets instantanés. Lorsqu'on les fait ici, on les débarque du jeu parce que les cartes vont être rebrassées à la fin de chaque ronde. Beau jeu, se joue facilement au niveau des cartes. Ça va nous bloquer, oui. Il va également faire des points parce qu'il y a un système de scoring. J'ai joué le mode facile, j'ai gagné par une quinzaine de points. Je suis rendu à faire le niveau intermédiaire. Je sens que le challenge est déjà beaucoup plus difficile. Peut paraître intimidant au début parce qu'il y a beaucoup d'iconographie, mais au bout de la ligne, c'est très facile à comprendre lorsqu'on a joué une partie. Donc, ça prend une petite période d'adaptation, mais après ça, c'est très fluide. La mécanique pour le solo
On tourne une carte, on fait l'action et on joue. Il va également se challenger pour les majorités d'unification. Fonctionne super bien, donc bravo, belle réalisation. Beau, gros jeu. Vous avez compris que j'aime bien, donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Pouce en l'air si vous appréciez. Commentaire à la vidéo. J'essaierai peut-être de faire une partie solo s'il y a suffisamment de personnes qui le demandent. Sinon, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, puis je vous réponds dans les commentaires. Alors, c'était ma présentation et ma critique du jeu Zwango The First Empire. Excellent jeu de la compagnie Sorry, We Are French. Et pour les adeptes de salade de points avec différents actes de développement, vous allez être servi avec ce jeu-ci. Donc, bonne partie à tous, puis on se revoit bientôt à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.